Les abdominaux. Quand on parle de travail abdominal, deux théories s'opposent quant à la question. Le travail abdominal en haut et le travail abdominal en bas. Alors, dans les deux cas de figure, eh bien, cela dépend du travail que l'on est en train de faire. Nous allons y revenir tout à l'heure de façon beaucoup plus claire, mais sachez que simplement, c'est très important, ce travail abdominal. Ici, ça démarre avec les abdos du haut vers le plexus solaire. Évidemment, un mouvement qui permet de travailler le haut de l'abdomen. Et regardez encore une fois le rythme du professeur Badiane qui est justement assez soutenu, évidemment. Eh bien, ça donne, c'est vrai, le sens de l'équilibre avec justement ce travail abdominal. Et ça repart, et ce travail abdominal avec Medicine Ball et qui touche un tout petit peu par ricochet les adducteurs. Alors je rappelle que c'est un travail avec justement la partie inférieure de l'abdomen. On est toujours au bas de l'abdomen, mais là regardez la variante avec les jambes qui sont très très tendues et là véritablement c'est une grosse élongation. Allez, ici c'est un travail de crunch et l'important ici c'est que l'abdomen travaille les deux parties et là, eh bien, aussi bien la partie supérieure que la partie inférieure et surtout avec cet exercice crunch comme on l'appelle. Mesdames et messieurs, nous venons de terminer ce travail abdominal que nous vous avons proposé. Alors certainement, encore une fois, vous avez beaucoup apprécié et nous y reviendrons en tout cas avec d'autres exercices. Mais suivez-nous, suivez-nous. Allez, retour sur le plateau après cette capsule gym. Je vous le disais, aujourd'hui, dans les archives, nous rendons hommage à Mawad Ouad, ancien expert FIFA, mais aussi ancien directeur technique national. Il en a formé beaucoup ici au Sénégal, n'est-ce pas, Aliou Diop? Oui, Mawad a vraiment formé beaucoup de grands joueurs qui font la fierté du football sénégalais. Quand on parle de Mawad Ouad, inévitablement, on cite Louis Camara, on cite Matar Nia, et aussi quelqu'un qui est plus jeune que Louis Camara ou Matar Nia, Omar Gueye Sène. Je crois que Mawad a découvert Omar Gueye Sène, qu'il a réellement formé. Et puis, Mawad qui disait, justement, juste pour comprendre un peu la dimension assez aiguë, assez achevée de ses qualités de formateur et d'éducateur, il disait « Je cours derrière les hommes qui courent derrière le ballon ». Donc je ne cours pas derrière le ballon, je cours derrière les hommes qui courent derrière le ballon. Une façon de dire combien c'est important, l'aspect formation, l'aspect éducation, et puis Mawad, un homme de conviction, c'est comme ça qu'on le définit socialement, un homme de principe, fidèle à sa lignée, et Mawad qui a toujours œuvré pour la dignité de l'Africain, du footballeur africain, du sportif africain, puisqu'il est à l'origine d'une loi justement pour organiser le football africain, 2 ans après avoir accédé à la CAF, c'est-à-dire en 1972. Et puis, Mawad Ouad, j'ai parlé du football africain, mais Mawad Ouad, quand on parle de lui, inévitablement on fait allusion à la politique. Un homme de gauche, un homme panafricaniste, anticolonialiste, Mawad Ouad. Inévitablement, ces aspects, il faut les souligner. Et avant même les indépendances du Sénégal, il a eu à fonder le Réveil de Saint-Louis en 1950. Il a coaché cette équipe pendant 15 ans. Et Mawad, pour revenir un peu sur certaines qualités de l'homme, on va suivre un élément qui affiche vraiment le patriotisme de Mawad. C'était en 2002. Le Sénégal était qualifié à la Coupe d'Afrique de Bamako, mais aussi à la Coupe du Monde
avant ces deux voyages, il y avait une rencontre à Dakar autour des exigences justement qu'il faut pour le football, pour faire avancer le football. Et Mawad, s'adressant à Bruno Metsu, s'adressant à tous les techniciens, nous allons le voir parler, nous allons retrouver Mawad Wade en 2002, avant la Coupe du Monde, avant la Coupe d'Afrique. Nous savons que la Coupe du Monde est une épreuve très difficile. Moi qui vous parle, j'ai fait 10 Coupes du Monde. Et j'ai vécu des moments pathétiques dans le football grâce à la Coupe du Monde. Parce que c'est une épreuve inégalable. C'est une épreuve colossale. Ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont joué, savent ce que ça représente. Nous pensons qu'à l'orée du départ de Bruno Metsu et de son groupe, nous avons, nous tous Sénégalais sportifs, le sentiment qu'il faut se serrer autour de lui et empêcher par tous les moyens que des immixtions arrivent dans le football sénégalais et dans son groupe. Qu'il continue son travail avec l'appui de tout notre peuple, de tous les entraîneurs. Alors que Bruno sache que nous, techniciens, nous savons le travail qu'il a accompli. Nous l'en félicitons et nous continuons de dire qu'à côté de lui et son staff, nous serons un rempart inexpugnable pour qu'aucune force ne vienne contrarier sa démarche pour amener son groupe au plus haut niveau de la compétition. Il y a une pointe d'émotion quand même quand on voit ces images et qu'on repense évidemment à Bruno Metsu qui n'est plus, mais aussi à Mawad Wade qui n'est plus, et puis à 2002, à cette belle épopée avec cette équipe de foot. Ce soutien indéfectible justement souligné par Mawad pour dire qu'il faut soutenir Bruno Metsu, qu'il faut soutenir l'équipe du Sénégal, tous les techniciens derrière Bruno Metsu déjà. Mawad avait insisté là-dessus et puis dire que nous techniciens, on a suffisamment mesuré l'ampleur de votre travail, le travail que vous avez accompli. Il faut être modeste, il faut être humble pour reconnaître cela. Il a tenté Mawad plusieurs fois. Il n'a jamais qualifié le Sénégal en Coupe du Monde. Et là, il est derrière pour soutenir Metsu qui a réussi à qualifier le Sénégal en Coupe du Monde. Et puis on a vu Jo Diop. C'est difficile de voir Mawad sans Jo Diop. C'est pas facile. Ils sont tout le temps ensemble. C'est un tandem assez politique, assez puissant. À l'époque, même quand on avait nommé Mawad Wade directeur technique national, il y avait Jo Diop, il y avait Lamine Diack. C'est difficile de voir Mawad sans Jo Diop, c'est pratiquement impossible. Chaque fois qu'il est nommé à un poste, Jo Diop est à ses côtés. Chaque fois que Jo est nommé, Mawad est à ses côtés. C'est des souvenirs forts, à l'Une Badara. En parlant du patriotisme de Mawad Wade, mais surtout aussi du soutien qu'il a apporté à Bruno Metsu à l'époque. Lui, il a conjugué le verbe, parce que je m'en souviens très bien, c'est comme si c'était hier, aujourd'hui même, je peux le dire. Hein. Voilà. À l'époque, Mawad Wade, dans le repositionnement de Aliou Cissé, le capitaine des Lions du Sénégal en 2002. Parce qu'Aliou Cissé, il était dans l'axe central, mais ça posait problème durant toute la CAN. Bon, écoutez, ça donnait des surfroids aux supporters des Lions du Sénégal. Il a insisté pour qu'Aliou Cissé soit un écran devant l'axe central du Sénégal. Et on a vu ce que cela a donné comme résultat. Ça a été extraordinaire, prodigieux. Et là, c'est la touche de Mawad Wade. Il s'est battu, il a insisté, et heureusement, à l'époque, le staff de l'équipe nationale l'a suivi. Il y avait une oreille attentive, et on a vu les résultats. C'est un expert. L'autre chose, quand on parle du patriotisme de Mawad Wade, toujours en 2002, lors du match couperé entre le Sénégal et la Namibie, de l'autre côté à Alger, l'Algérie recevait l'Égypte. Le Sénégal et l'Égypte se disputaient la seule place, le seul ticket. Or, les Égyptiens, ils voulaient coûte que coûte jouer après le match du Sénégal. Mawad Wade a fait une sortie mémorable. Le coup de gueule de Mawad Wade a permis aux dirigeants de la CAF de se réajuster et de savoir que ça, c'est véritablement unique. Le fait de vouloir faire jouer le Sénégal 1 heure avant l'Égypte. Et ils ont revu les programmations de ces différents matchs. Et cela a permis au Sénégal de passer. Parce que figurez-vous, si le Sénégal avait joué bien avant l'Égypte, mais les Égyptiens auraient les coups de franche et sauraient que le Sénégal peut-être a fait des résultats. Maintenant, cela aurait pu modifier le score. Donc, quelque part, si on s'est qualifié en 2002 aussi, c'est toujours grâce à Mawad
Mawad Wade. Et malheureusement, cela manque maintenant au football sénégalais. On n'a plus de tels représentants dans les instances décisives de la CAF. Mawad, c'est une perte. Et jusqu'à présent, on continue à le pleurer. C'est regrettable. Même concernant El Hadji Ousseynou Diouf, la première fois qu'on devait le désigner Ballon d'Or, certains doutaient, certains pensaient qu'il y avait des manigances. Et très tôt, Mawad a crié pour dire que le ballon est à El Hadji Diouf. Ça y est, c'est parti. Il ne faut pas toucher à quoi que ce soit. La CAF a eu peur, on peut le dire. En tout cas, il y avait eu des manigances qui étaient soulignées ici au niveau du Sénégal. Et le coup de gueule, excusez-moi, de Mawad a fait qu'effectivement, El Hadji Ousseynou Diouf a obtenu son premier ballon d'or. Il n'y avait pas de doute, le talent était là. Le talent, pardon. Mais... Parce que évidemment. Ainsi fonctionnent les instances de la CAF, de toutes les instances mondiales. Il faut véritablement un lobbying assuré, quelqu'un qui est là pour préserver les intérêts de son pays. Le Sénégal l'avait avec Mawad Wade, qui était, je le rappelle, le parrain de Issa Hayatou, le président de la CAF. C'était pas n'importe qui. Il se déplaçait à Saint-Louis de temps en temps à Hayatou. Un homme de poigne, Mawad Wade, on peut le dire, qui malheureusement nous a quittés, a laissé le football et tous les techniciens orphelins, on peut le dire ainsi, orphelins. C'est une réalité. C'est une réalité. Mawad, je crois que, on l'a dit tout à l'heure, il a assez fait depuis récemment. Nous sommes revenus sur le match Sénégal-Guinée pour aller à Asmara, puisque Asmara, inévitablement, c'est une date 1968 qui compte beaucoup dans l'histoire du football sénégalais. Et c'était Mawad et Jo Diop aussi, qui étaient à la tête de l'équipe nationale. Oui, Amadou, si tu peux nous remettre juste quelques images comme ça, on regarde, je laisse le temps à Monsieur Diouf, qui paraît aussi connaître l'histoire, ou en tout cas Mawad Wade. Je vous ai vu acquiescer plusieurs fois à ce que disait Alioune Diop. Oui, je l'ai connu un peu. Et parmi ce qu'il a laissé aussi comme résultat, j'ai pensé souvent à un jeune homme qu'il aimait citer, Moussa Diop Kenam, qui était un très bon footballeur, mais petit, un peu fringant. Et Jo Diop travaillait à ce qu'il devienne un footballeur de talent, malgré sa taille, un peu sa corpulence. Il en était devenu. On voyait ce jeune homme-là bousculer de gros gabarits sur le terrain, parce que Mawad avait réussi à mettre dans sa tête que ta formation te donne le surplus qui te permet mentalement d'aller bousculer des gabarits, même si tu n'en es pas un. Et Kenam était devenu à l'époque un des meilleurs footballeurs du Sénégal dans le milieu de terrain du Djaraf et de l'équipe nationale. Et lui, Mawad disait, il faut regarder Moussa Diop Kenam. C'est un garçon de talent. Et il est très bien. Il n'est pas physiquement très fort, mais techniquement, il est l'un des meilleurs en Afrique. Et beaucoup de gens qui l'ont suivi jouer savaient que Mawad avait mis plein de choses dans sa tête. Je crois que c'est des hommes formateurs qui de plus en plus sont manqués en Afrique, un peu partout sur les terrains de football. Il méritait vraiment d'être... vraiment qu'on lui rende hommage. Oui, tout à fait. Il a vraiment amené le football sénégalais là où il fallait. Et dans les batailles de distribution des rôles, il défendait le Sénégal. La CAF a eu en lui l'homme qu'il fallait à l'époque pour même exiger de la FIFA plus de respect sur le football africain. Jeanne Alors moi je ne parlerai pas plutôt football parce que je m'y connais quand même peu, mais je dirais plutôt ce que le football lui a permis de faire valoir, de montrer aux Sénégalais, c'est-à-dire le patriotisme. Malheureusement, aujourd'hui, on se demande même est-ce qu'on n'est pas en train de perdre cela quand je vois le Sénégal jouer et que, à la limite même que ça ne se sent pas, soit dans les rues, dans les artères, avec l'euphorie qu'on avait où on était vraiment scotché devant les télévisions. Ce sont des hommes qui ont manqué ou peut-être à cette époque pour booster ces Sénégalais-là à croire encore à cette équipe nationale. Malheureusement, donc on dit voilà, on perd du temps et cela a un impact quand même sur cette sélection. Parce que la sélection se dit, écoutez, une partie de la population ne croit plus en nous. Donc voilà, qu'on gagne ou on perd, à la limite, c'est du pareil au même. L'essentiel, c'est de retourner dans nos clubs. Alors que c'est une passion, mais c'est aussi une envie d'aller de l'avant, surtout lorsqu'on a cette population derrière. Malheureusement, on n'a plus ces genres, ou
peut-être si on en a, c'est encore peu, ou pour booster cette population, mais surtout revaloriser l'image du Sénégal à travers soit nos disciplines ou à travers autre chose. Parce qu'une fois, je l'ai suivi, bon, j'avais 35 ans. Ouais. Je fêtais, je pense, mes 35 ans lors d'une émission à la télévision nationale à RTS, Télé Gros Plan, TGP, un dimanche soir. Donc, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention et j'ai vu quand même une personne se défendre sur ce plateau et défendre ses convictions. Alioune Diop, pour finir. Oui, je vais revenir sur ce que Jeanne disait en parlant de conviction. Effectivement, Mawad n'hésitait pas à donner son avis, même sur le plan politique au niveau national. Je l'ai dit tout à l'heure, un homme de gauche, anticolonialiste, panafricaniste, donc il assumait ses positions, Mawad Wade, avec, Mian l'a imité tout à l'heure, sa diction particulière, sa voix particulière. Quand on parle de Mawad, c'est la voix, c'est la diction. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Alioune Diop, qu'on retrouve d'ailleurs à partir de 8 h pour les matins de RSI, comme tous les matins d'ailleurs, les matins de RSI, c'est sûr. 92.5. On reviendra d'ailleurs dans un instant sur les invités qu'il va recevoir ce matin. Mais pour l'heure, on va passer à la chronique enfance avec Jeanne. Si nous avons parlé de Mawad Wade, c'est certainement un exemple qui doit en inspirer les plus jeunes et les petits bouts de chou. Enfance. Après Archives, aujourd'hui, on va plonger dans l'univers artistique. Comme activité de vacances, beaucoup d'enfants aujourd'hui s'adonnent à cette pratique culturelle, une éducation culturelle si vous voulez, ou artistique, vont de voir comment ces futures plasticiennes, peut-être, ou plasticiens, parce qu'il y a des garçons qui sont derrière, mais puisque je suis féministe, j'ai pris juste les filles. Alors, elles vont nous parler de cette initiation à l'art plastique, mais en attendant, voyons ce que ça donne. Dakar à Marseille. Ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon Fearless que nous sommes. Ñu ngi daw jëm fële nii wàcc nañu andi xeex suñu ngand yi fekk borom jikko yi dandi. Foo daw di nga wuy laare ñëm bëgg a jóge fi nga doore fa la wëre du fu sore. Afro sama doole na nga ma ko xoolee gëm sama démb doon nitu tey naxas ni xeetu baat fa goowe. Africain ku la xat foo ñaawe. Africain xoolal ñëpp lu ñu ŋaange. Africain sa jóg du fi gaawee. Loxo dina seet fan la lay ŋaañee gëm sa bopp xam ki nga bokk mel ni garab reen ba xaas sa xob. Du ñu faxat ñu jóge ndax panafricanisme. Yow suñu xel dem kanamu maam ñu gis bari jaar ñu bis ñu métis léegi Osiris carbone 14 suñu waat ñu gis histoire bi daal grand-père petit-fils. Ouais. On est de retour. On est toujours dans le foot et avec Mawad Wade. Mais bon, on va revenir aux enfants, on l'a vu tout à l'heure. Une activité qui mettra peut-être Alioune Badara Kane un peu plus d'accord. Mieux en tout cas que la danse bien dont sûr, on parlait la semaine dernière. Je suis brutalement au fond derrière de telles initiatives, de tels projets. Jeanne, je vous soutiens, honnêtement. Et surtout, pour rester dans la même dynamique, Alioune Badara certainement sera d'accord avec moi. Au début, c'était des activités que les associations sportives culturelles, les joueurs même dans des nawetanes initiés, permettaient aux enfants ou aux jeunes du quartier de faire. Malheureusement, ça a tendance à disparaître parce que les moyens ne suffisent plus. Donc, à défaut des associations, des ASC, il y a des institutions aujourd'hui également qui s'investissent à cela, mais de façon quand même, de façon très rare. Donc, aujourd'hui, ce sont les privés qui investissent en cela et qui, naturellement, gagnent de l'argent parce que soit c'est à l'entrée, soit c'est à la durée que l'activité est payée. Donc, c'est le parent qui donne soit à la fin du mois ou bien pour une durée bien déterminée, où l'enfant est initié à beaucoup d'activités qui l'amènent quand même à avoir un accès ou une insertion sociale et professionnelle parce que au-delà quand même de s'occuper durant les vacances, ils peuvent avoir cette idée ou bien cette envie de se lancer dans l'art plastique ou peut-être de faire des tableaux, des œuvres d'art
d'art et même qui peut-être ils rêvent de faire des expositions à la Galerie nationale, n'est-ce pas, Alioune Diop? En attendant, nous allons voir les enfants qui sont en activité de vacances, comment ils voient et ce qu'ils sont en train de faire ensemble ou partager des expériences à travers ces découpages ou ces collages. Je vais vous montrer ma création. J'ai fait un lézard avec du sable, mais j'ai fait, parce qu'on ne devait pas dépasser les lignes, j'ai fait un tableau. Ok. Et avec quoi tu as pu faire réaliser ce tableau? Avec du sable. Quoi? Avec du sable en couleur. Du sable en couleur, et puis il y avait quoi encore? De la colle, j'avais mis de la colle. À qui est destiné ce tableau? À qui il est offert? À moi. À vous. Et vous allez mettre ça où? Dans ma chambre. Ok, parfait. Dès que l'école ferme, je prends un peu mes vacances, après on m'inscrit. Pour faire quoi? Quelle activité? Il y a le tennis, il y a le basket, il y a le dessin, il y a le dojo, il y a tout ce qu'on peut faire ici. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est le basket. C'est le basket. Je suis venue faire des activités et m'amuser avec mes amis. Les enfants qui s'expriment à l'aise devant la caméra, ça aussi, ça peut réveiller des vocations. Hein? Des vocations. Et j'ai écouté récemment quelque chose, un reportage dans une radio de la place où les enfants apprenaient à faire le journalisme, à interviewer, à écrire un papier. Mon Dieu, je voudrais vraiment être là-bas pour voir s'il y a quand même certains ou certaines qui aimeraient peut-être être comme Sarah, présenter une émission ou présenter un journal télévisé. Pourquoi pas? Le rêve est permis et il n'est pas impossible. L'essentiel, c'est d'être à l'école, d'être concentré, de bien apprendre pour pouvoir, après, d'ici 15-20 ans, choisir son métier. L'essentiel, c'est d'être sérieux et d'avoir une conviction et de pouvoir la défendre à l'avenir. N'est-ce pas? C'est petits bouts de chou qui vont certainement pas nous dire le contraire. Toujours, ils sont ou elles sont figées dans leur tableau, sur leur tableau pour pouvoir créer quelque chose. Je suis venue faire des activités parce que j'aime le sport, l'art et la piscine. Je suis très contente de venir ici parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Alors, c'est bien, quoi. Surtout pendant les vacances? Oui, surtout pendant les vacances. Ça nous occupe et on a des temps pour faire ce qu'on veut, quoi. On peut jouer là-bas, on peut manger ici. Ouais, c'est très amusant, quoi. J'aime ici parce que on fait de la piscine, de la danse, du sport et aussi des cours de natation. On peut jouer là-bas. Décidément, ce matin, on n'arrête pas de papoter sur le plateau. Hein. C'est vrai que c'est un sujet qui inspire les enfants forcément, et surtout avec le dessin, l'art, les activités durant les vacances. C'est important de les occuper durant les périodes de vacances. Comme ça, à la rentrée, ils démarrent mieux, ou en tout cas, ils ont quand même quelque chose à raconter à la rentrée. Une idée, une expérience. Donc, que ça soit le théâtre, la musique, la danse, Alioune Badara Kane, ou la lecture, certainement, il sera beaucoup plus enthousiaste, n'est-ce pas? Avec la lecture ou la peinture, parce que on se souvient également de Kassé, Khalidou Kassé, qui a initié plus d'une centaine d'enfants talibés à Thiès, à plusieurs activités, plusieurs métiers. Il y avait beaucoup de choses, dont l'art plastique. Donc je pense que ce sont des investisseurs, ce sont des producteurs ou des privés, des personnes de bonne volonté qui peuvent faire quelque chose au service de l'enfance et généralement ne rien attendre en retour. Donc malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont accès à ces initiations, à ces apprentissages, à ces activités durant les vacances, pendant que certains occupent parce que leurs parents ont les moyens, de payer. D'autres, par contre, sont certainement dans les appartements fermés ou certainement dans les maisons ou même peut-être dans les inondations, quand même à chercher à évacuer l'eau plus tôt. On a une pensée pour ces enfants parce qu'il y a
a 2 ans, à la même année, on était allé voir ces enfants qui vivaient dans les eaux. Donc, voilà, ils peuvent aller à côté faire ces activités. Malheureusement, ils ne l'ont pas, mais bon, pour ceux qui l'ont quand même, on se concentre sur eux. Ils peuvent le faire et ils peuvent partager également des expériences. Mais comme disait tout à l'heure Aline Diop, les enfants ont toujours une idée sur les tableaux. Ils ont toujours quelque chose à donner ou à améliorer. Ils ont toujours leur mot. Et c'est ce qu'a même fait savoir l'initiateur qui pense qu'au début, les enfants ne sont pas très prêts à réaliser certaines choses. Et à la fin, ils se rendent compte qu'ils peuvent réaliser énormément de choses et des choses généralement qu'ils offrent à leurs parents en guise de cadeau pour dire merci pour ce qu'ils ont fait durant les vacances. Beaucoup de choses, pas mal. On fait l'arbique, on fait du mosaïque, on fait du calebasse avec du pelle. Aussi, on fait aussi les paillettes, on fait du sous-vert aussi. Et on fait encore aussi les petits bricoles avec l'agile qu'on fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait avec les enfants. Ici, on a beaucoup des enfants qui viennent et on veut que le jour à venir, pour que les enfants puissent comprendre ce qu'on appelle l'art. Donc c'est la base de ce qu'on apprend ici. Tu sais, les enfants, des fois, tu travailles avec eux, ils disent non, tonton, c'est difficile, c'est compliqué. On dit non, c'est comme ça. Si vous voyez un tableau un jour, vous allez comprendre que l'artiste avait pris le temps avant de faire ça. Donc ça vaut le coup que l'artiste peut voir un tableau, un somme qu'il veut. Bon, vas-y, Aline. Oui, non, Jeanne a bien fait allusion à ceux qui sont dans ces enfants qui ne peuvent pas profiter de ces opportunités. Fallait souligner cet aspect. C'est un paragraphe assez important dans le discours de Jeanne. Oui, c'est vrai que finalement, les activités ludiques, il faut payer pour que les enfants puissent jouer. Ça, quand même, c'est un problème aussi parce que tous les parents n'ont pas les moyens d'emmener les enfants dans les endroits où ils peuvent jouer. Même les parcs, il faut payer. Et c'est cher. Très cher. Très cher. On a même réclamé plus d'aires de jeu, plus d'espaces de jeu. Mais en plus de ces aires de jeu-là, on a besoin quand même de bibliothèques dans les quartiers. On a besoin de ces espaces aménagés, soit dans une école ou quelque part dans un centre culturel. Comme je disais, c'est un rôle que les associations sportives culturelles, les ASC, devraient occuper. Elles devraient se battre pour cela. À côté du football, il n'y a pas que le football. Malheureusement, lorsqu'on parle d'ASC, tout le monde pense au Navetan tout de suite, à la coupe. Mais l'association, c'est sportif et culturel. Et à travers cette activité culturelle, à travers ces activités, ces éducations artistiques, il y a beaucoup de choses. Il y a même les tissages, il y a même pour les femmes, les jeunes filles qui sont dans les quartiers, qui n'ont pas été à l'école, qui doivent être, et qui étaient, en tout cas moi j'étais encore plus jeune, je voyais mes oncles qui étaient occupés au football et les autres, les femmes qui n'étaient pas soit à l'école, ils n'avaient pas d'occupation. Elles étaient dans les ASC et elles faisaient des tricots, je crois. Tricotage, voilà, avec la laine. Avec la laine, etc. Et elles faisaient des nappes, elles faisaient des pagnes qu'elles revendaient après. Et après, c'est l'association qui avait une part. Et l'autre part revenait à l'artiste ou bien à l'artisan. Mais malheureusement, aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers, dans les zones rurales ou en milieu urbain, toutes les ASC aujourd'hui se concentrent au match, au football. C'est tout. Et malheureusement, ça a tendance à virer à la violence. C'est ça. On devrait plus se concentrer à la jeunesse, aux activités des jeunes, occuper les jeunes, parfois à but lucratif, l'ASC y gagne, mais aussi le jeune est formé. Et l'enfant est formé. Si aujourd'hui, des investisseurs se retrouvent quelque part dans un salon bien climatisé, bien, c'est le parent qui paie en contrepartie. L'enfant entre une semaine, 15 jours, 21 jours ou une journée, il paie. À côté, il y a des enfants qui n'en ont pas. Et quelle est la responsabilité de nos collectivités locales dans cette question, sur cette question-là? Quelle est la responsabilité des parents? Quelle est la responsabilité des jeunes dans nos quartiers? Donc c'est la question que l'on se pose. C'est bien de montrer les activités artistiques, des activités de vacances, mais est-ce que c'est tous les enfants qui ont droit, qui ont accès à cela ou qui peuvent vraiment jouer ou s'épanouir ou apprendre même sans payer quelque chose? Oui, après ce plaidoyer, moi, j'ai plus rien à dire. En tout cas, merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique France passionnante. Elle revient demain et on va poursuivre avec les activités artistiques des enfants. Mais pour le moment, eh bien, on va parler tout simplement du premier congrès pour les États d'Afrique
africains unis. C'est donc l'heure de la chronique invitée. Et sur le plateau avec nous, Monsieur Mamadou Mignane Diouf est avec nous et c'est le président du comité initiative Premier Congrès pour les États africains unis. Un véritable défi, un challenge que certains voient d'ailleurs dans l'utopie. Vous pouvez aussi dire les États-Unis d'Afrique, hein, ouais. C'est selon, mais je pense que, voilà, comme elle a si bien dit, ça paraît une utopie. Les États-Unis d'Afrique, quand on voit qu'actuellement, partout dans tous les pays du continent, chaque État garde jalousement ses prérogatives. Est-ce que véritablement, ce n'est pas un projet chimérique, les États-Unis d'Afrique? Mais je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité ici ce matin pour parler de cette question africaine, j'allais dire panafricaniste, en discuter avec vous. Et féliciter aussi la RTS pour le travail que vous faites tous les matins, merci, en nous réveillant, en nous accompagnant. Et préciser aussi qu'en fait, je suis le coordonnateur du comité d'initiative. D'accord. Qui est constitué de différentes personnalités en Afrique, dans le monde, dans la diaspora, dans les régions où il y a des afrodescendants. Et effectivement, Kian a raison. Quand on a posé la question, le problème à certaines personnes au Burkina Faso, un vieux nous a dit, il m'a dit, mais Mamadou, je dis oui, il me dit, mais tu ne penses pas que vous êtes audacieux? Il me dit, c'est de même de la témérité à la limite que vous êtes en train de faire. Et il me dit, mais c'est dans la témérité que l'on change le monde. C'est dans l'audace que l'individu, l'homme, avec la grâce de Dieu, arrive à réaliser ce qui était considéré comme un rêve fou. Et il ajoute, troisièmement, il me dit, Mamadou, est-ce que tu sais que vous êtes en train de remuer le baobab africain? L'Afrique est un baobab. Le baobab, tout le monde a besoin de l'arbre baobab, parce que tout est utilisable. Il me dit, tout le monde a besoin de l'Afrique. Et si vous voulez remuer l'Afrique, mais préparez-vous à ce que le baobab, les fruits, les feuilles, ou même le tronc vous tombe dessus. Donc prenez vos gardes, soyez courageux, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est ça qui doit être fait. Parce que c'est là qui reprend le rêve de Cheikh Anta Diop. C'est ça qui reprend le rêve de Kwame Nkrumah, qui, à la limite, larmes aux yeux, en 1963 à Addis Abeba, avait dit à ses pères, avant de quitter cette salle d'Addis Abeba, réalisons l'unité africaine. Si on ne le fait pas, on aura failli notre mission. Et Cheikh avait ajouté dans son travail scientifique, je ne dis pas politique seulement, mais scientifique, et Cheikh avait ajouté, si vous ne faites pas l'Afrique dans une unité, les jeunes Africains allaient vivre l'enfer. Alors là où Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop ont échoué, malgré leur bonne volonté, vous, comment pouvez-vous réussir? Quand on sait que vous êtes de la société civile, vous n'êtes pas à des niveaux de décision qui vous permettent de faire bouger les choses concrètement. Et c'est cela qui fait partie sans doute de certains de nos avantages. À Accra, certains nous ont dit que oui, Kwame n'a pas été compris parce que certains pensaient que quand Kwame Nkrumah parlait de l'unité africaine, de l'État fédéral africain, il voulait en être le chef. Nous, avec les hommes, les femmes avec lesquels nous sommes, personne de nous ne cherche à être chef d'État de l'unité africaine. Mais nous nous sommes dit que le rêve qui était brisé à un moment donné, que nous avons encore repris dans notre sommeil, mais aussi donc qui est celui de tous les enfants africains à venir, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui osent, dans la témérité, dans l'audace, reprendre le même rêve, analyser tout ce qui a été fait et dit par la génération des Cheikh Anta, des Kwame Nkrumah, des Lumumba, des Cabral, des Senghor, des Abdoulaye Wade, tout récemment, il faut aussi le dire, ouais. Évaluer tout cela et savoir qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, avec tout ce qui s'est passé comme intelligentsia, comme homme politique, comme leader charismatique, on n'a pas réussi à fédérer le continent africain. Alors pourquoi on n'a pas réussi 50 ans après les indépendances, là où l'Europe a pu le faire en moins d'un siècle? Nous, on tergiverse jusqu'à présent. Oui, parce que j'ai dit au début que l'Afrique c'est le baobab du monde. Ce dont tout le monde a besoin. Il est difficile de le conserver jalousement et d'en faire son affaire. Beaucoup de facteurs externes et internes ont fait que la bataille de ces leaders n'a pas permis de réaliser ce qui devait être fait. Prenez l'exemple de l'État fédéral de la Fédération du Mali, qui était en test ou qui pouvait être considéré comme une sorte de spécimen de ce que l'Afrique aurait dû être.
C'était bien parti avec Modibo Keïta, avec Senghor, Mamadou Dia. Mais subitement, et très subitement, on est dans l'espace d'un rejet. Alors on a disloqué la Fédération du Mali. Pour des raisons qui étaient beaucoup plus crypto-personnelles. Nous sommes en train d'évaluer tout cela. Et quand l'initiative a été lancée par des hommes et des femmes ici dans le monde, on s'est parlé au téléphone, par Internet. Et à un moment donné, on s'est retrouvé dans une réunion à Dakar. On est allé voir des hommes de culture et d'histoire. On est allé voir le président Amadou Mahtar Mbow, enseignant, professeur, intellectuel, ministre, sous Senghor, dans la fédération, qui a été ensuite à l'UNESCO. Nous lui avons dit, qu'est-ce que vous pensez du rêve que nous avons? Il nous a gardé pendant 3 heures d'horloge et 45 minutes pour dire ce qu'il pensait et comment il était heureux de voir d'autres personnes reprendre le rêve. Alors, mais jusqu'à présent, vous me parlez tout le temps de personnes qui sont hors du système, hein, de l'appareil d'État à l'échelle continentale. Mais est-ce que là, vous bénéficiez encore du soutien ne serait-ce que de 2 ou de 3 chefs d'État africains? J'allais en venir. Nous avons commencé d'abord à aller parler à toutes les personnalités qu'on pensait utiles à entendre. Ibader Thiam, l'ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré, qui aussi donc a été à l'Union africaine comme président. On est allé voir Cheikh Hamidou Kane. On a demandé à rencontrer Moussa Fagnas, qui était directeur de cabinet de Senghor, pour lui dire comment est-ce que Senghor construisait l'unité africaine. Il nous a raconté beaucoup d'anecdotes. Ce que Senghor lui a dit dans un cabinet, dans des meetings, dans des réunions politiques. Ce qu'il a constaté à l'époque entre Senghor et d'autres hommes comme Modibo Keïta, comme Hassan II, comme Nasser. Donc plein de choses qu'on était donc en train de réaliser, en fait de recueillir. Mais on s'est dit, nous ne décidons pas. Voilà. Nous sommes seulement de bonne volonté d'un comité international. Il nous faut aussi donc parler au chef d'État. Voilà. Et on est allé demander à rencontrer le président du Sénégal, Macky Sall, qui sans doute dans les jours à venir devrait rencontrer le comité international. On a demandé à rencontrer l'Union africaine. On a demandé à rencontrer actuellement son président en exercice, Mugabe, qui aussi donc a été dans beaucoup de combats. On est en train de discuter avec les Sud-Africains pour voir qu'est-ce que Mandela a laissé sur place qui pourrait nous être utile. À un moment donné, certains hommes ont même pensé que Mandela aurait dû, pendant ces dernières années, prendre tous les chefs d'État africains, les mettre dans un salon et leur dire allez signer ici un acte fédéral parce qu'il était écouté, il avait ce pouvoir-là. Mais ça demande une certaine volonté, parce qu'il ne suffit pas seulement de signer. Je vous donne l'exemple de la CEDEAO. Oui. C'est une entité commune, c'est bien signé, il y a les papiers et tout. Mais des fois, pour circuler dans l'espace CEDEAO, c'est assez problématique. Exact. La Gambie qui est tout le temps, bon, comme j'aime à le répéter, cette banane enfoncée dans la gueule du Sénégal, pour reprendre Joseph Kizerbo, pour traverser la Gambie juste à l'intérieur du Sénégal, mais c'est tout un problème. Vous pouvez y passer 2 jours. Alors, est-ce que véritablement, là, à l'heure actuelle, on peut raisonnablement parler d'unité africaine? On est obligé d'y aller. Nous sommes à l'époque des grands ensembles. Vous avez raison de dire qu'on fait 3 heures pour aller en Gambie, 6 heures de temps pour aller de Dakar à Banjul. Et au même moment, quand un Sénégalais ou Sénégambien perd ce temps-là à traverser Dakar et Banjul, au même moment, son homologue de l'Union européenne quitte Paris le matin, prend le TGV, va faire un cours à Bruxelles, finit son cours à Bruxelles et dit je vais à Amsterdam acheter quelque chose dont j'ai besoin. Il fait son shopping à Amsterdam. Et vers midi, on lui dit mais attends, il y a un match Manchester qui va jouer contre Arsenal en Angleterre. Il prend aussi la route, il va voir ce match-là. Et à 18h, 19h, il revient à Paris. Donc dans la journée, il aura fait au moins 4 capitales européennes sans contrainte. Mais pourtant, ce qui unit le Gambien au Sénégalais, culturellement parlant, sociologiquement parlant, économiquement parlant, est beaucoup plus important que ce qui unit ces différentes villes qu'on a citées tout à l'heure. Mais des hommes et des femmes ont pris sur eux la responsabilité de dire on va constituer un ensemble économique qui s'appelle l'Union européenne. Et ceux qui en étaient réticents, ils leur ont dit on va aller vers un référendum pour écouter les peuples européens qui ont compris qu'il nous faut l'unité. Parce qu'on est à une époque où les micro-États balkanisés n'ont aucune chance d'émerger. L'Afrique aujourd'hui n'a pas une place au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Parce que l'Afrique, il va en ordre dispersé. Voilà. Il y a déjà 2 candidatures 54 États le Nigeria, où chacun veut siéger à son nom, ça n'a pas de sens. Donc, parce qu'il n'y a pas cette volonté, encore une fois, politique. Parce que les dirigeants européens, eux, à l'époque, il y avait cette volonté, cette envie de faire jonction et de créer... Et c'est ça que nous voulons faire. En fait, nous allons aller, nous... Est-ce qu'on a ces dirigeants? On va obliger ces dirigeants-là à écouter la voix du peuple, à écouter le besoin des populations africaines, et nous allons aller en campagne, une sorte de campagne électorale, pour que les médias, la presse, nous aident à réveiller ce sursaut qui dort par moments au sein des peuples africains, qui vont comprendre qu'en vérité, si nous continuons comme ça, dans les conditions actuelles, où le Nigeria voit 200 de ses enfants pris en otage par un groupe armé, et le géant de l'Afrique de l'Ouest n'a pas la capacité d'aller les prendre, pourtant il est le géant, dans ces conditions où le Mali, qui fait pratiquement